Je suis Marion Azout. Et moi, Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs. On est partis dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent. Inde, Japon, Colombie, Sénégal, Mexique, Mongolie, Cuba, Vietnam, Cambodge. Vous écoutez Relations internationales, un podcast slate.fr. Ay, el amor es tan grande que no tiene palabras. Ah, l'amour. Il est si grand qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est la plus belle chose qui existe dans la vie. Parce que quand vient l'amour, on est heureux, épanoui. On va danser, on va s'amuser. On sort partout. Et être en couple, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est la chose la plus grande qui soit. Mercredi soir, comme chaque semaine, Emma et Ricardo viennent danser sur la place Zocalo, dans la vieille ville d'Oaxaca, au Mexique. Il est 18h. De nombreux couples font face à la scène. Des hommes et des femmes, seuls, attendent sur le côté de trouver un ou une partenaire pour la chanson suivante. Certains sont sur leur 31, comme Emma, qui porte une longue robe écrue à paillettes et ses plus beaux bijoux. Ricardo, lui, porte un costume très élégant. C'est ici qu'ils se sont rencontrés il y a presque 50 ans. Et puis, tous les mercredis, ils reviennent danser. Le couple se tient par la main et semble amoureux comme au premier jour. On s'aime et on le montre. Ou du moins, on le montrait. Car la jeune génération est beaucoup plus discrète, comme nous l'explique Elisa, la sœur d'Emma. Le romantisme est déjà mort. Le romantisme, c'était avant, bien avant mon époque même. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, les garçons ne savent plus rien du romantisme. Plus rien. Aujourd'hui, tout est soi-disant libéré. Tout est, moderne. Le sexe est une chose normale. Il y a des relations qui ne sont que sexuelles et après, les gens voient si ça colle entre eux ou pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec Alfredo et Ismaël dans le centre d'Oaxaca. Les maisons de toutes les couleurs se succèdent dans les ruelles pleines de vie. Sur la place où nous avons rendez-vous, une dégustation de mezcal est organisée et des mariachis chantent à la terrasse d'un café. Alfredo et Ismaël nous rejoignent. Ils rient de nous voir, en bons touristes, admirer les musiciens. Pour eux, le romantisme d'Emma et Ricardo est démodé. Il fait partie de la culture mexicaine, mais se transmet peu aux nouvelles générations. Je ne me considère pas comme romantique. Pour moi, il y a une différence abyssale entre détaillista et romantique. Détaillista, c'est prêter attention, faire des actes pour rendre heureuse une personne. Ma copine dessine, alors je lui ai acheté un livre pour dessiner et je lui ai dit que c'était pour qu'elle puisse faire ses dessins pendant ses voyages. Je pense que ce qui compte pour moi, ce sont les actes, faire quelque chose qui rende l'autre personne heureuse. Ces deux visions de l'amour et du couple, romantique contre détaillista, ne sont pas du goût de Benjamin, Vanessa et Sarah, que nous rencontrons dans un petit café du centre historique de Mexico. En couple avec Vanessa, Benjamin ne croit pas à l'approche détaillista d'Alfredo. Quand un homme pense qu'il est détaillista, il va t'acheter un truc pour peindre si tu lui dis que t'aimes la peinture. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit si positif. Ça ne veut pas dire qu'il s'intéresse à la peinture, ni à toi. C'est juste pour t'avoir, pour te conquérir, et que tu lui manges dans la main en fait. Il se dit, je vais lui demander ce qu'elle aime, et ça va me rendre la tâche facile. Ça devient automatique. On perd la notion d'empathie. Pour Sarah, c'est bien plus fort. Le romantisme est une forme de sexisme à bannir. C'est définitivement une agression pour moi. Tout ce que représente le romantisme et ce qu'on nous a enseigné sur le romantisme, c'est gagner la meuf, gagner la femme. Et c'est violent selon moi parce que c'est vraiment comme si tu étais un objet, non ?
Mon point de vue de femme, c'est que vouloir que les hommes t'offrent des choses, ou qu'un homme ait de lui-même ce genre de comportement en échange d'un rapport sexuel, c'est une agression. C'est machiste, c'est misogyne. Et je pense aussi qu'il y a une ligne très fine, il est facile de se tromper, entre être détaillista et être un macho. Mais ici au Mexique, les hommes qui disent « je suis détaillista », on voit ça comme de la galanterie, sauf que la galanterie, c'est du sexisme bienveillant. Par exemple, certaines de mes tantes, qui sont des femmes au foyer qui ont toujours été sous l'aile de leur mari, me disaient dès que je sortais avec un homme, « demande-lui qu'il t'emmène dans un bon restaurant pour dîner », en partant du principe qu'il allait évidemment payer l'addition. Ensuite, tu t'habitues à ce genre de détails qui finissent par être très agressifs, machistes et sexistes. Maria est la fondatrice de Pussipédia, l'encyclopédie en ligne du sexe féminin et de la sexualité en général. Elle a 25 ans, et pour elle aussi, la démarche romantique en vigueur au Mexique n'est pas sans arrière-pensée. Je pense que ce sont des formes de manipulation, et que c'est même une forme de violence. Parfois, ils te font sentir que s'ils font cet effort de conquête, de se faire beau, d'être romantique, alors toi, tu te dois d'être disposé à répondre à leurs avances, et à te soumettre, en quelque sorte. Si tu sors avec un mec et qu'il t'invite à dîner, qu'il paie l'addition, qu'il t'ouvre la porte, te paye un Uber, les bières, t'emmène dans ton endroit préféré, c'est aussi une manière pour lui, en réalité, de te faire comprendre que tu lui dois quelque chose. En gros, c'est « regarde tout ce que j'ai fait pour toi. En échange, tu dois faire ça pour moi. » C'est un peu ça en fait. Une habitude mexicaine agace particulièrement Maria, c'est celle de payer des mariachis pour faire passer un message en chanson, surtout lorsqu'il s'agit de séduction. Je l'ai vu une fois ou deux dans ma vie. Par exemple, ma voisine, quelqu'un lui a demandé une sérénade. Mais moi, ça me gêne. Pourquoi faire ça à 2h du matin, quand tout le monde dort et en pleine rue? Ça te fait sentir vulnérable aussi, non? Comment tu peux répondre à ça? Ils te mettent dans une situation embarrassante en faisant ça. Toi, tu te dis « Oh, je suis hyper contente », mais tu te sens toute vulnérable d'un coup, parce qu'on a mis toute l'attention sur toi, que tu ne peux pas dire non. C'est vrai, non? Tu sais que tu es dans cette dynamique. Ils te mettent dans des situations dans lesquelles tu ne peux pas dire non. Selon Benjamin, Sarah ou Maria, cette forme de romantisme, malgré sa douceur et ses bonnes intentions de façade, irait à l'encontre du consentement. Derrière le folklore et ses histoires de romantisme se cache une dure réalité. Au Mexique, 10 femmes sont assassinées chaque jour, souvent sous les coups de leur conjoint. Ici, on dit la pareja mata, ou le couple tue, comme nous l'explique Maria. Au Mexique, le couple tue. Et ce sont les hommes qui tuent les femmes. Il y a des statistiques de viol et de féminicide, et désormais on sait que le lieu le plus dangereux pour une femme, c'est chez elle. La majorité des filles qui sont violées, c'est par leurs proches. Et la majorité des femmes assassinées le sont par leurs conjoints. Presque à chaque fois, les abrutis des médias sortent des phrases comme « il l'a tué par amour »,« il l'a tué par jalousie ». Ils cherchent toujours à rendre ça romantique, comme si c'était acceptable que ton conjoint t'assassine parce qu'il était jaloux, qu'il pensait te posséder et pouvoir faire tout ce qu'il voulait de toi, jusqu'à te tuer. En faisant ça, ils tentent d'adoucir les faits. Mais ces femmes sont quand même mortes. C'est réel. Je pense que tout ça vient du machisme toxique et de ce faux romantisme. Qu'il soit authentique ou qu'il serve à justifier les violences faites aux femmes, ce romantisme mexicain reste très ancré dans la culture du pays, au point de compliquer la vision du couple chez les nouvelles générations, prises entre leur envie de liberté et le poids de la tradition. Un changement de mentalité qu'ont observé Emma et Ricardo. La plupart des jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas de problème, pas d'obligation. Ils ne veulent rien. Beaucoup, jeunes femmes comme jeunes hommes, veulent avant tout avoir une belle carrière. C'est le monde professionnel le plus important. Ils ne veulent pas vivre, avoir des obligations. Ils ne veulent rien de ces choses-là.
Aujourd'hui, pour eux, le sexe, c'est sur le moment. Ils le vivent, mais sans problème. Nous, à notre époque, on ne faisait pas l'amour avant le mariage. Aujourd'hui, le sexe, ils le pratiquent et le perçoivent comme n'importe quelle autre activité. Nous rencontrons Barbara et Miguel à Mazunte, un village hippie du Mexique. 3 petites rues qui se croisent et une un peu plus longue qui mène à la plage, grand spot de surf. Barbara et Miguel sont amis de longue date. Barbara est bisexuelle et en couple depuis 4 ans. Miguel est homosexuel et célibataire. Ils ont tous les deux vécu diverses relations dans leur vie et ils ont eu beaucoup de mal à les définir. Ici, il y a de nombreux concepts liés aux histoires d'amour et de sexe. Barbara et Miguel se lancent dans un débat pour tenter de nous expliquer la différence entre novio et pareja. Linguistiquement, au Mexique, je crois que ça veut dire... Enfin, dans le dictionnaire, c'est quasi la même chose. Un novio, ça a un sens plus amoureux, romantique. Et un pareja, c'est... Tu es ma pareja pour une danse, même si tu n'es pas ma novia. Ou tu peux être ma pareja pour la nuit. Mais ça ne signifie pas que tu sois ma novia, ou qu'on s'aime, ou qu'on a des relations sexuelles, qu'on va être ensemble toute la vie, non ? Oui, mais ça change aussi au Mexique. Quand c'est ta novia, tu as une responsabilité envers cette personne. Quand c'est ta pareja, tu restes un peu plus libre. Je pense que la différence, c'est cette notion d'engagement. Moi, sincèrement, je ne sais toujours pas tout ce qui est inclus dans le package de novio. Beaucoup ne sont pas prêts à donner tout ce qu'un novio implique, des compromis, du respect, quand tu dois faire des efforts pour que ça fonctionne. Un novio, tu peux l'emmener chez toi. Tu peux le présenter à ta famille, alors qu'au contraire, une pareja avec qui tu sors, tu sais pas si ça va se formaliser. Tu sais pas si l'autre est avec quelqu'un d'autre, quoi qu'on te dise. Il n'y a aucune promesse d'exclusivité de son côté ou même du tien. Tu sors avec, tu essaies de voir si la relation fonctionne. C'est compliqué. Moi, j'ai eu qu'un seul mec mexicain, et un Français, qui lui m'a présenté comme Miguel, son novio. Même au sein d'une relation non officielle, c'est-à-dire pareja, il existe plusieurs formes, et les barrières entre chacune sont fines. Tout dépend de ce que tu veux dire par pareja. Tu peux sortir avec quelqu'un et décider, avec cette personne, je veux simplement quelque chose sans engagement, que du sexuel. Il faut profiter quand on veut, et quand on ne veut pas, on ne se voit pas. Ou alors, tu rencontres quelqu'un, peut-être que tu l'aimes bien, et donc tu veux passer plus de temps avec lui, plus que seulement coucher avec, tu vois. Tout dépend du contexte et tout dépend de la personne. Par exemple, ici au Mexique, si tu sors avec une personne, ça peut être une relation libre, ou alors un plan cul, ou simplement ton ami avec qui tu couches et c'est tout. Et ça peut être aussi ton plan cul, mais vous sortez ensemble. Mais chacun peut faire ce qu'il veut, et chacun peut être avec qui il veut. Donc tu as des relations sexuelles avec cette personne, et c'est aussi la personne avec qui tu sors. Mais rien ni personne ne t'assure qu'elle sort uniquement avec toi. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Et tu n'as pas forcément le droit de demander avec qui il est ou ce qu'il fait. Et d'un autre côté, il y a les relations. Donc il y a plusieurs étapes et plusieurs manières de voir ça. La libération sexuelle semble bien progresser dans la société mexicaine. Mais elle est freinée par les tabous autour de l'amour et de la sexualité libre. Maria, la fondatrice de Pussipédia, nous raconte comment sa mère a mal réagi lorsqu'elle lui a parlé de sa première fois avec un garçon. Je voulais perdre ma virginité avec quelqu'un que j'aime, avec l'amour de ma vie. Donc j'ai attendu d'avoir 17 ans, c'était mon premier copain et on était ensemble depuis 5 mois. Je l'aimais vraiment, donc un jour on a couché ensemble. Et après il a rompu. 2 jours après, comme ça. Comme si c'était la seule chose qu'il voulait. Il m'a brisé le cœur. Je me suis sentie super mal. Après, comme si ce n'était pas suffisant, 3 semaines plus tard, j'ai eu du retard sur mes règles. Donc j'ai pensé que j'étais enceinte. Ça m'a fait très peur. Donc je suis allée voir ma mère pour qu'elle me soutienne et qu'elle me console. Et ma mère, au lieu de réagir avec compassion ou même avec amour, elle m'a dit « Je t'ai pas éduquée pour que tu deviennes une pute. » Comme si avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu aimes était quelque chose de mal. Il y a ce cliché qui dit que si tu as beaucoup de relations sexuelles, c'est que tu es une pute.
et du coup ta valeur diminue. C'est une idée à laquelle tu ne peux pas échapper. Et on est dans ce contexte tout le temps. Il y a ça, et il y a d'autres trucs, comme tout ce qu'on entend dans les médias. Ils nous bombardent d'idées sur le corps. Comment tu dois voir ton propre corps, comment tu dois en prendre soin, comment tu dois te comporter avec, ou quelle relation tu dois avoir avec toi-même, tout ça. Je crois que ce sont beaucoup de facteurs qui affectent justement cette relation que tu as avec ton propre corps. Maria n'est pas la seule dans ce cas. C'est toute une génération qui vit au quotidien avec ces petites phrases, ces réflexions et ces stéréotypes qui entretiennent un certain malaise face au sexe et perturbent le développement de beaucoup de jeunes qui s'interrogent et n'ont pas toujours de réponse à leurs questions, comme l'explique Miguel. Ils n'ont pas d'idée claire, quel que soit le sujet, comme sur les drogues par exemple. Ils sont chez eux et ils reçoivent un message qui leur dit de n'offrir leur sexualité à personne. Fais attention, reste vierge, reste vierge. Quand une fille a sa première relation sexuelle, il y a un conflit qui s'installe. Elle se dit « Pourquoi on m'a dit toute ma vie que c'était quelque chose de mal ? Bien sûr que ce n'est pas mal. J'aime cette personne et j'ai envie de continuer à le faire. » Je pense qu'il y a vraiment cette idée de « Pourquoi on m'a toujours dit que c'était un tabou et que ça ne devrait pas exister, alors que maintenant que je l'ai fait, eh bien ce n'était pas aussi mal que ce que l'on m'avait décrit. » Au Mexique, je sens qu'il y a ce frein et ces obstacles à la libération sexuelle, mais elle va s'accélérer, être plus répandue, et on pourra vivre tranquille et être enfin nous-mêmes. Vous venez d'écouter Relations internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Viriot, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Relations internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Francine, Charles et Valentina, Dominique, Guillaume et Gilles pour leur soutien.